tous à l'Ouest, vous écoutez le podcast de Western Movies, site et forum consacré au western depuis 2004. Je suis Cole Armin et j'ai le plaisir d'animer ce podcast. Vous pouvez réécouter nos précédents épisodes sur YouTube, Apple Podcasts et Podcast Addict. Ce soir, nous inaugurons un épisode autour de la thématique des actrices de l'Ouest. Nos deux invités sont des habitués et c'est la première fois qu'ils sont réunis dans un podcast ensemble. Bonsoir à Marc, alias Art. Bonsoir. Que l'on a déjà entendu dans de précédents épisodes au sujet de End of the Trail, Canab, New Mexico et La fille du désert notamment. Et bonsoir à Yves, que l'on connaît sur un certain Alan Ladd. Alors, on ne vous présente plus, messieurs. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 8e épisode. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaitais rendre hommage à deux hommes qui sont disparus récemment et la même semaine et qui ont marqué le western. D'abord, il y a Bertrand Tavernier, qui reste dans la mémoire collective. C'est un réalisateur, historien, écrivain. Vous le connaissez tous. Il a enfilé pas mal de casquettes et je pense qu'on peut dire qu'il a inspiré toute une génération de cinéphiles. Il est intervenant sur des DVD, c'est l'architecte du Festival des Lumières et de la collection western chez Actes Sud pour les livres. Bertrand Tavernier, c'est quelqu'un d'important pour tous les cinéphiles, pour les cinéphiles français, mais pour les cinéphiles du monde entier. Je sais que son travail en tant que réalisateur, ça en a fait un des meilleurs réalisateurs français de ces 30-40 dernières années. Et en plus, il a fait aimer le cinéma à beaucoup de gens. Moi, le premier, même si j'étais intéressé au cinéma avant de l'écouter, ça a renforcé beaucoup de choses. Donc, voilà, c'est avec beaucoup de regrets, même de la peine que j'ai appris son décès, sans oublier qu'il a, comme tu l'as dit, Vincent, il avait parrainé une très belle collection de romans western, de très grands romans western, dont il écrivait de passionnantes préfaces. Moi, je les ai tous et je les ai tous lus, le roman et les préfaces, les romans et les préfaces, et c'est vraiment très important pour ceux qui aiment le western. Je ne parle pas de Bertrand Tavernier comme homme de cinéma, comme historien du cinéma, c'est encore c'est très, très important ce qu'il a fait, mais pour les amateurs de western, tout ce qu'il nous a appris sur le western et d'avoir lancé et pérennisé cette collection qui, j'espère sincèrement, lui survivra, cette collection de romans. Et bien pour ça, je crois que nous lui serons toujours très, très redevables. Marc, juste une précision, est-ce qu'il y a un roman que tu souhaiterais conseiller à nos auditeurs dans la collection ? Moi, j'aime beaucoup les romans de Ernest I. Cox, parce qu'il y a des personnages féminins qui sont très, très, très intéressants, très, très bien. Le premier qu'il a édité, c'était Des clairons dans l'après-midi, le roman est bien, bien meilleur que le film. C'est un film avec Ray Milland. Biographie in the Afternoon. Le roman est incroyablement beau, avec un personnage de femme magnifique, un héros très intéressant, et c'est dommage, ça n'a pas trop, ça n'a pas donné quelque chose de formidable au cinéma. Et il y a un autre roman que j'aime beaucoup, alors là qui a donné un très très grand film, c'est The Oxbow Incident, l'étrange incident, l'histoire du lynchage. Et je pense que j'ai lu beaucoup de romans américains dans ma vie, et je pense que c'est un des plus importants. Et on n'en disposait pas en France dans une bonne traduction, dans une belle édition. Et là aussi, ça a été un travail formidable. Donc voilà, rien que ces deux-là, qui sont d'ailleurs parmi les premiers, mais bon, il a sorti la trilogie de La captive aux yeux clairs, qui est très très intéressant aussi, et le dernier, c'est Les pionniers, qui est un très bon livre aussi. Donc voilà, tout est à lire, hein. Mais bon, je pars de ces deux-là parce que c'est ceux qu'il a mis un petit peu au début de la collection et qui sont magnifiques à lire, hein. C'est un très grand moment. Et évidemment, L'étrange incident, on revoit le film en lisant le roman, mais c'est encore plus intéressant, c'est encore même un peu plus âpre, un peu plus dur que le film. Et voilà, hein, c'est une belle collection. Bon, moi, Tavernier, c'est surtout 50 ans de cinéma américain. Et pour moi, c'est un livre, c'est un peu comme la Bible, hein. J'adore, avec Courcedron.
il a créé ce bouquin qui est formidable. Question film de lui que j'aime beaucoup, c'est surtout Coup de torchon. Coup de torchon parce que Philippe Noiret a un rôle un peu à la John Wayne, hein, et j'adore, quoi. C'est vraiment, et puis Bertrand Tavernier, comme le dit Marc, c'est les préfaces des westerns, et puis les critiques, et toutes les critiques de films que j'adore. C'est quelqu'un qui adore, qui aime le cinéma, et c'est un homme merveilleux. Voilà, en gros, pour moi, ce que représentait Bertrand Tavernier. Merci pour ces réactions. Et le deuxième décès, c'est Monty Hellman, Oui, réalisateur notamment de deux westerns dont oui, Marc nous avait parlé de The Shooting au cours du oui. 5e podcast à propos de Canab. C'est un très bon metteur en scène. J'ai pas vu grand-chose à part ces deux films. Je connais pas trop, je peux pas vraiment. Mais j'ai beaucoup aimé ces deux films. Mais l'homme par lui-même, je connais pas trop, donc je peux pas trop. Monty Hellman, effectivement, on en a parlé il n'y a pas si longtemps. C'est un metteur en scène important. Il a marqué le western par ses deux films. Mais en plus, c'est quelqu'un d'intéressant. Les articles sur le cinéma, lui aussi, il en a écrit. Ses interviews sont assez passionnantes. Je me souviens d'un autre film qu'il a fait qui s'appelle Cockfighter. C'est, alors je pense que c'est lui, mais j'en suis sûr. C'est avec Warren Oates aussi, donc un de ses acteurs fétiches. Et c'est les gens qui organisent les combats de coqs de nos jours hein, aux États-Unis. Ça doit se passer dans le sud-ouest américain. Je me souviens de ce film-là aussi. Je me souviens aussi de son dernier film qui était assez bizarre. Je me souviens plus du titre, mais c'était un peu, c'était presque du cinéma expérimental. C'était assez curieux, mais c'était bien fait. Il était un peu marginal quand même, hein, Monty Hellman. Il a fait aussi un film en Italie. C'était China and Liberty, je crois, un nom comme ça, où Sam Peckinpah, le fameux metteur en scène, jouait un petit rôle. Et c'était ça avait un aspect western italien, un peu brouillon, et aussi un peu western américain. C'était avec Fabio Testi, un acteur italien qui a joué dans plein de spaghetti western, et une très belle actrice qui s'appelle Jenny Agutter, qui est une anglaise. Et il y avait Warren Oates aussi qui avait le rôle principal. Donc voilà, je le trouvais un peu marginal parmi les metteurs en scène américains, Hellman, mais c'était toujours intéressant. Hein. Mais comme Yves, je pense que j'ai vu 4-5 films de lui. Euh, alors si je compte les fois où j'ai vu The Shooting, ça fait 30. Mais bon, on va pas compter à chaque fois le même. Mais c'est un metteur en scène qui a été important, hein, qui a été assez marquant. Il faut pas oublier que l'Ouragan de la Vengeance et The Shooting, ces deux westerns, ils ont eu du succès en France avant d'avoir du succès dans le reste du monde. Donc les Français, finalement, ils sont quand même cinéphiles. Nous allons passer au sujet principal de la soirée et partir à l'ouest, mais du lac Noir. Marc va donc nous parler de Julie Adams. Nous allons donc parler ce soir de Julie Adams. Alors pourquoi Julie Adams ? On peut dire qu'elle n'a jamais été une très grande star hollywoodienne. Elle a fait une carrière assez longue puisqu'elle a commencé à tourner des films en 1949, elle avait 23 ans. Et j'ai trouvé traces de ces tournages jusqu'en 1990. Ça veut dire qu'elle a tourné pendant 40 ans. Mais pour être honnête, elle n'a été en vedette que pendant la première décade de sa carrière, c'est-à-dire de 1949 à peu près à 1959. Et elle a travaillé essentiellement chez Universal, où elle a tourné beaucoup de films, des westerns bien sûr, et de grands westerns, mais aussi des films d'aventure, des films policiers, même des films de guerre, quelques comédies aussi. Et ce qui est assez notable, c'est qu'elle a presque toujours été la vedette féminine, au moins pendant cette première décennie. Autre chose importante, c'est que, à part les tout premiers films qu'elle a tournés, qui étaient d'ailleurs pas pour Universal,
elle n'a jamais tourné de série B. Elle a toujours tourné dans des films de série A, des films programmés comme films principaux dans les salles. Donc c'est quand même quelqu'un qui a bien marqué son époque, même si elle n'a pas été une star de premier plan. Mais je crois que pour les spectateurs du monde entier, Julie Adams, ça restera dans l'histoire du cinéma. Elle restera dans l'histoire du cinéma, certes pour son talent, mais surtout pour un film. Je dirais surtout pour un film et même pour une séquence particulière. Alors le film, c'est l'étrange créature du lac noir, c'est Creature of Black Lagoon. Et Julie Adams, pour l'éternité, elle va rester la fille qui nage avec le monstre. C'est une séquence extraordinaire qui est dans ce film. Elle est aussi marquante que le film lui-même, mais elle est encore plus importante. C'est la fameuse séquence qu'on connaît tous où elle nage avec le monstre. Elle nage au-dessus, en surface, et il y a le monstre qui nage juste au-dessous d'elle, qui est complètement attiré par elle, qui la frôle. Enfin, c'est une séquence qui dure exactement 2 minutes et 11 secondes. C'est pas très long, mais c'est vraiment un moment de magie pure. Et je pense que parfois Hollywood, malgré le fait que ce soit l'usine à rêve, ça nous montre quelque chose qui va encore plus loin, qui dépasse le cinéma, qui dépasse l'industrie cinématographique. Ça produit quelque chose de magique, quelque chose de sublime. Et c'est le cas avec cette séquence, et c'est le cas aussi avec ce film. Et dans ce film, donc, qui a été tourné en 3D, cette fameuse séquence doit être encore plus belle. Enfin, moi, je ne l'ai jamais vu en relief, le film, mais j'imagine que ça doit être très réussi. Donc voilà, c'est un moment de pure beauté, de pure poésie. Et voilà, on se souvient de Julie beaucoup pour ce film et beaucoup pour cette séquence. Il n'y a pas tellement de moments identiques dans les films hollywoodiens où on sent qu'on atteint autre chose. Il y a un autre film où j'ai ressenti ça, de façon moins marquée toutefois, mais une belle séquence aussi. C'est dans le film de Charles Laughton, La nuit du chasseur, où on voit une barque avec des pêcheurs qui sont sur un étang, et donc une séquence aquatique aussi, et on voit les pêcheurs qui ont leur canne et qui pêchent du poisson. La caméra descend au-dessous de la barque, et là on voit une voiture qui est au fond de l'étang, et il y a un cadavre, c'est Shelley Winters, et donc les cheveux de Shelley Winters sont emportés par le courant au milieu des algues, etc. C'est un peu macabre, c'est un peu lugubre, mais c'est très poétique. Voilà, on a des séquences comme ça dans l'histoire du cinéma qui nous font aller au-delà du film qu'on est en train de voir. Et quand on a une actrice qui participe à des séquences aussi belles, forcément on s'en souvient. Donc voilà ce que je voulais dire en introduction sur Julie Adams, parler de ce rôle très important pour lequel on se souvient d'elle en fait. Donc voilà, Yves ou Vincent, peut-être une remarque particulière sur ce film. C'est vrai que ce film est passé à la dernière séance, L'étrange créature du lac noir, où Eddie Mitchell avait mis des lunettes en relief, et on a eu la chance avec ces lunettes de pouvoir à la télévision voir ce film avec les lunettes en relief. C'était pas au point, mais c'était très sympa et symbolique. C'était vraiment bien, voilà quoi. C'est vrai que ça fait des très bons souvenirs cette dernière séance et oui. Et je sais plus, les lunettes, elles étaient vendues avec un magazine. Comment ça s'était passé? Oui, c'était bon. Il y avait pas un magazine, mais une espèce de pochette. Et il y a de la dernière séance, il y avait marqué dernière séance, Eddie Mitchell, et les lunettes à l'intérieur. C'était formidable. Je crois que j'ai toujours ça, mais je sais plus. C'est collector. Oui. C'était bien, superbe. Alors, moi, je l'avais pas vu cette émission. J'ai eu, je me suis procuré le Blu-ray, qui est qu'en 2D, mais je crois qu'ils ont fait une édition 3D. Mais bon, c'est magnifique. Je me lasse pas de cette séquence. Oui, et c'est vrai que la séquence où elle nage avec le monstre, c'est quelque chose de fabuleux. Et après, il y a eu d'autres, des remakes, je crois. Il y a eu le retour de suite. Oui, mais c'est pas avec Julie Adams. Non. Si
On aura l'occasion d'en parler un tout petit peu après, je pense. Ok. Et le Blu-ray de l'étrange créature du lac noir présente aussi le film en 3D. Il faut avoir un écran adapté, mais ça en vaut la peine. Ah oui, et les lunettes alors, j'imagine aussi. Ouais, les lunettes. D'accord. Ah, okay. Il y avait un film aussi en relief comme ça, qui n'avait rien à voir, mais c'était avec Charles Bronson, je crois. C'était un film, Le Monstre. House of Wax, avec Vincent. Oui, House of Wax. Oui. Ouais. Absolument, Très tu as raison. C'était d'ailleurs un très très bon film d'horreur. Ah oui, alors moi j'adore ce film parce que j'adore l'actrice qui joue dedans. Est-ce que vous savez qui c'est? Oui, c'est pas celle qui joue dans La Maîtresse de Fer? Ouais, absolument. C'est Phyllis Kirk. Ah. Voilà, c'est ça. Et Charles Bronson a un petit rôle. Oui. C'est vraiment un excellent film. Voilà. Là aussi, il y a un Blu-ray en 3D et la 3D est excellente, je vous la recommande. Ok, ben écoute, c'est bien. Parce qu'effectivement, ça s'appelle L'homme au masque de cire, je crois. Voilà, c'est ça. Oui. Et pour la petite histoire, même si on s'éloigne un peu de Julie, mais c'est L'homme au masque de cire qui a inspiré Edgar P. Jacobs pour La Marque jaune. Pour dessiner La Marque jaune, il s'est inspiré du film. Enfin, c'est ce que j'avais lu en tout cas. Parce que La Marque jaune a dû sortir dans ces années-là. Voilà. Bon. Ou alors il avait vu des photos. Avant de développer un petit peu la carrière de Julie Adams, je voulais parler de l'Universal aussi, la compagnie Universal, puisque en fait la carrière de Julie Adams, Julia au départ, Julie ensuite, elle a changé son prénom, légèrement son prénom, elle a changé une lettre de son prénom, elle s'est passée essentiellement à l'Universal. Donc il faut savoir que l'Universal, c'était une des plus anciennes compagnies de films, puisqu'elle a été créée en 1912 par un Allemand, Laemmle, et c'était son âge d'or, on peut dire que c'était à ses débuts. L'Universal, l'âge d'or, c'était les années 20, les années 30. Ils ont fait des films extraordinairement ambitieux. Il y avait Foolish Wives de Eric von Stroheim. Ils ont fait les grands films de Lon Chaney, qui se passent d'ailleurs dans un contexte parisien, Notre-Dame de Paris ou Le Fantôme de l'Opéra. Enfin, c'était de très 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 grands films. Les films de Todd Browning, il y a eu vraiment des choses qui étaient très intéressantes. Ils ont fait À l'Ouest rien de nouveau, d'après le fameux bouquin de Remarque. Enfin, tout ça, c'était les années 20, les années 30. C'était plutôt même les années 20. Après les années 30, ils ont fait tous les grands classiques de fantastique, Dracula, Frankenstein, The Black Cat, la fiancée de Frankenstein, enfin bon, des choses magnifiques. Et là, c'était une période formidable. Et à la fin des années 30, ils ont eu des gros problèmes parce qu'ils avaient dépensé trop d'argent. Ils ont failli disparaître à la fin des années 30. La compagnie a failli disparaître. Alors, elle n'a pas disparu. On aura même l'occasion d'en reparler plutôt vers la fin de l'évocation de l'histoire de Julie Adams. Mais, donc, l'Universal n'a pas disparu parce qu'en 1936, cette compagnie a été sauvée, miraculeusement sauvée par une jeune fille de 16 ans. Alors, ceux qui ont écouté le précédent podcast de Vincent savent qui c'est. C'est une jeune fille de 16 ans qui, en 1936, a sauvé l'Universal. Cette jeune fille de 16 ans, c'est devenue la plus grande star de l'Universal et l'une des plus grandes stars du cinéma américain, même si elle est bien oubliée aujourd'hui. Donc, je ferme cette parenthèse. On dira qui c'est un peu plus tard. Dans la période où a officié Julie, c'est donc les années 40-60, où elle a vraiment elle a donné toute sa mesure. L'Universal, c'était pas une grande compagnie. Elle se remettait de ses problèmes. Elle avait pas au niveau de la notoriété, c'était pas la MGM, c'était pas la Paramount ou la Fox ou la Warner. Elle était un cran au-dessous quand même. Mais ils faisaient du bon travail. Ils avaient peut-être un peu moins d'argent que les autres, mais ils avaient de bons scénaristes, de bons metteurs en scène, de bons acteurs. Donc,
ils ont bien passé le cap de ces années, je dirais, alors on va dire 40 à 60. Et après, alors l'Universal a complètement a eu une renaissance, tel le Phénix. Hein, c'était un retour triomphant, puisque dans les années 70, il y a eu des grands films de gros succès. Hein. Il y a eu L'Arnaque, hein, avec Newman et Redford, le Voyage au bout de l'enfer, le magnifique film de Cimino, et surtout les films de Spielberg qui ont été d'énormes succès. Et en fait, d'ailleurs, je crois que l'Universal, c'est la première société qui, pour un film, a fait un profit de 100 fois supérieur à ce que le film a coûté. Je ne sais pas si c'était avec Les Dents de la Mer ou si c'était avec Rencontre d'une troisième type, mais voilà, c'était colossal. Et pas sur plusieurs années, hein, sur un an ou deux. C'est redevenu une grande compagnie, mais voilà, pendant la période Julie Adams, c'était pas une compagnie, enfin, elle n'était pas au niveau des autres. Hein. D'ailleurs, les grandes stars, Gary Cooper, Cary Grant, ils n'étaient pas à l'Universal. Hein. Ils étaient dans des compagnies plus prestigieuses. Et souvent, les metteurs en scène aussi, les metteurs en scène prestigieux. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient meilleurs que ceux de l'Universal. C'était la parenthèse que je voulais faire pour l'Universal, avant donc de commencer un petit peu à parler de Julie, ou plutôt de Julia. Parce qu'au début, c'est Julie Adams. Sa carrière, elle a eu en fait une approche un petit peu classique, c'est-à-dire que je crois qu'elle était du Wisconsin et c'était une très belle jeune fille, donc elle a gagné des concours de beauté, elle a tenté sa chance à Hollywood. Alors ce qu'on ne sait pas, ou ce qu'on sait très peu, c'est qu'en fait les premières apparitions de Julie Adams, c'était à la télévision, c'était pas du tout au cinéma. C'était les premières dramatiques de télé, déjà aux États-Unis, en 49. Il y avait un show qui s'appelait Your Showtime, qui était sponsorisé par Lucky Strike, les cigarettes. Et en fait, on adaptait des auteurs connus, alors dans des petits films très condensés, des films inspirés de Conan Doyle, de Stevenson. Et donc, elle a commencé là. Elle a commencé à faire de la télé, à faire quelques rôles pas très importants dans cette série. Ensuite, elle a été engagée par une compagnie, alors vraiment bien moins intéressante qu'Universal sur le plan de notoriété, c'était la Lippert. Et là, c'est là qu'elle a fait les seules séries B de sa carrière. Elle a fait des westerns. Elle a fait des westerns. Elle a fait un film qui s'appelle The Dalton Gang avec Don Redbury qui était un acteur de série B. Elle a fait plusieurs films d'une série qui est bien oubliée de nos jours, mais qui a été rééditée en DVD. C'est avec James Ellison et Russell Hayden. Elle a fait 5 ou 6 films avec eux dans un rôle de récurrent de jeunes filles qui accompagnent les héros. C'est ces films qui sont qui étaient un peu calqués sur le succès du Durango Kid de la Columbia. Où Durango Kid, ça a duré 30 ou 40 ans. Hein. Charles Starrett, il a fait plus de 100 films. Et là, James Ellison, il en a fait 7 ou 8 pour la Lippert. Donc voilà, Julia a joué dans ces films et elle a débuté à l'Universal en 1951. Et alors, là, elle a eu beaucoup de chance, vraiment beaucoup de chance, parce que dès ses premiers films, c'est la vedette féminine et ce ne sont pas des films de série B. Je crois que l'un de ses plus importants de ses débuts, c'est un film qui s'appelle Hollywood Story, de William Castle, avec Richard Comte. C'est un film policier qui se passe dans les milieux du cinéma. C'est bien fait. Je l'ai vu il y a assez longtemps, mais je m'en souviens. C'était vraiment bien fait. Et en fait, William Castle, on en parlait lors d'un précédent podcast, il était jamais aussi bon que quand on lui laissait un peu de liberté. À l'Universal, je pense que les producteurs, enfin la plupart, c'était pas des gens qui empêchaient les metteurs en scène de travailler. Donc voilà, c'est un bon film et déjà elle se distingue, Julia, dans ce film. Alors après, elle a eu une chance extraordinaire, c'est de tourner coup sur coup 2 films excellents. Il y en a un qui nous intéresse au premier chef, c'est Les Affameurs, Band of the River.
d'Anthony Mann. Elle est au milieu d'un trio d'hommes, puisqu'il y a James Stewart, Rock Hudson, qui commençait déjà à percer, et Arthur Kennedy. Bon, je vais pas parler de Band of the River, on le connaît tous, un film magnifique. Julia, elle commence là à montrer son personnage de fille un peu qui a l'air un peu en retrait, qui est un peu timide, mais en même temps, c'est une femme très déterminée. Et on retrouvera beaucoup ce personnage dans ses films. Elle est assez touchante et en même temps, elle sait être forte. Donc, elle est très bien, ça lui va tout à fait. Et on la retrouvera toujours et souvent dans ce même type de film. Alors, il y a un autre film qu'elle a fait avec juste la même année que Les Affameurs, ou peut-être juste un peu avant. Et c'est un film que j'aime beaucoup, qui s'appelle Bright Victory, donc la nouvelle aurore. C'est un film de Mark Robson qui a fait pas mal de films intéressants, des films noirs, des films fantastiques. Je crois qu'il a fait un western aussi. Et dans ce film-là, c'est une très belle histoire. Enfin, c'est une très belle histoire. C'est une histoire assez triste, mais qui est quand même pleine d'espérance. C'est l'histoire d'un GI qui est joué donc encore par Arthur Kennedy, le précédent partenaire de Julia. C'est un GI qui revient de la guerre et qui est aveugle. Et il doit se réadapter. Alors, Julia n'a pas le rôle principal dans ce film, c'est Peggy Dow qui a le rôle principal. Julia, elle fait le rôle de la fiancée de Arthur Kennedy qui n'aura pas, qui lui dit qu'elle n'aura pas la force de vivre avec un aveugle, quoi. Même si elle l'aime, c'est pas possible. Et donc Arthur Kennedy va refaire sa vie avec Peggy Dow. C'est un film assez classique, bon, certains diraient académique, mais vraiment c'est un beau film, Et en plus, bon, il vient de sortir en France en DVD. Je pense que c'est intéressant. Et puis Mark Robson, bon, c'est un metteur en scène. Même s'il n'a pas le prestige d'Anthony Mann, c'est un metteur en scène qu'il faut découvrir. Il a fait vraiment de bons films. Alors, donc là, Julia, elle était lancée et elle va partir dans les années 52-53 sur une succession de westerns. Alors là, ça va être Madame Western. On va la voir dans un film comme Mississippi Gambler, c'est-à-dire le gentilhomme de la Louisiane. Ouais, alors là, il y a encore une rivalité entre deux femmes. Là, la rivale de Julia, c'est Piper Laurie. Bon, alors là, qui est-ce qui va emporter le cœur de Tyrone Power? Regardez le film et vous saurez. Je vais pas vous raconter. C'est un très bon film avec des images magnifiques. C'est pas vraiment western parce que bon, ça se passe sur les bateaux dans le milieu des joueurs, les bateaux à aube qui remontaient le Mississippi. Mais bon, c'est quand même une ambiance western, c'est très bien. Tyrone Power, grand acteur. Elle va aussi tourner, alors elle va tourner plusieurs films avec Bud Boetticher. Je crois qu'elle en a tourné 3. Alors elle a tourné The Man from Alamo avec Glenn Ford, qui est un bon western. Alors moi qui suis un peu puriste, j'ai eu le plaisir gâché parce que il y avait plein de détails dans le film qui étaient anachroniques. On les voit utiliser des armes qui n'existaient pas à l'époque. Moi, ça me gêne toujours. Il y a des gens que ça gêne pas, mais moi, ça me gêne toujours un peu. Mais le film est très bien, c'est bien joué, et elle joue toujours ce rôle donc de femme un peu timide, mais aussi tenace, dont je parlais tout à l'heure. Et le film est réussi. Bon, Boetticher, on le connaît même avant qu'il fasse ses films avec Randall Scott. C'était déjà un metteur en scène qui a fait des films qui étaient bien construits sur de bonnes histoires. Donc le film est très bien. Elle a fait aussi Horizons West avec Robert Ryan et Rock Hudson, qui est bien aussi. On la mettait un peu à toutes les sauces, Julia, dans le western, et c'est peut-être pas forcément bien, parce qu'il y a un film alors qui a ses amateurs, mais dont je ne fais pas partie, qui s'appelle Wings of the Oak, je crois. Ça s'appelle Révolte au Mexique, je crois en français, et où elle fait une rôle de révolutionnaire mexicaine. Alors elle est magnifique, elle est très belle. On la voit sur une photo à cheval, habillée en passionnariat de la Révolution. On lui a mis du fond de teint pour faire ressortir ses yeux bleus. Mais bon, c'est presque trop. Moi, ça me fait penser, avec tout le respect que j'ai pour Julia, ça me fait penser un peu à la poupée Barbie déguisée en mexicaine. C'est dommage.
Et on a voulu trop tirer peut-être sur la corde en la mettant à toutes les sauces. Mais bon, elle a fait quand même ces beaux westerns. Donc après, on est en 1954, c'est l'année de Black Lagoon, donc on vient d'en parler. Black Lagoon, c'est un énorme succès. Elle va. Je ne sais pas si ça va vraiment changer sa vie parce que bon, les actrices, elles avaient des contrats, bon, elle a peut-être une augmentation, mais c'est pas devenu une superstar. Par contre, ce qui a changé sa vie, c'est à cette époque-là qu'elle a rencontré, je crois, Red Hampton. Elle était aussi l'épouse de Ray Danton pendant quelques années, tu vois, pendant une trentaine d'années. Et Ray Danton, il est un acteur, ça fait des petits trucs sympas, et voilà, je voulais le mentionner. Et Red Hampton, d'ailleurs, c'est un autre acteur de l'Universal. Oui, absolument. Oui. Donc, elle s'est mariée avec lui. Et effectivement, à partir donc de 1954-1955, elle va encore tourner. Alors, pratiquement plus de western. C'est ça qui est curieux. Alors, est-ce que c'est le mariage ou est-ce que c'est avec Black Lagoon, elle a peut-être pu choisir mieux ses rôles et essayer de faire autre chose. Et elle a continué tranquillement comme ça jusqu'à la fin de la décennie à faire d'autres films. Elle tournait moins qu'au début, mais elle a fait d'autres films intéressants. Il y en a un qui s'appelle Six Bridges to Cross. Je crois que ça s'appelle La police était au rendez-vous. C'est un film policier. C'est un film de Joseph Pévenet. Et c'est un film intéressant, important, parce que c'est là qu'elle devient Julie. Elle s'appelait Julia jusque-là, et là, elle a voulu changer son nom, Julie, et on lui a accordé. Et elle a fait ce film policier où elle fait la femme de Georges Nader, je m'en souviens très bien. Et lui, je crois que c'est un flic, et ils veulent sauver Tony Curtis, qui était la star montante de l'Universal, d'un mauvais coup. Donc elle fait la femme de Georges Nader, elle est très bien. Qu'est-ce qu'elle a fait aussi à cette époque-là? Elle a fait un film de guerre qui s'appelle Tarawa Beach Hell, Tarawa Tête de Pont. Il ne faut pas te confondre avec Tarawa Atoll Sanglant, qui est une très très bonne BD, mais qui est une BD de chez nous, mais qui raconte la même histoire. Hein. Donc la bataille de Tarawa, une île dans le Pacifique, où les Américains ont beaucoup souffert. Ils ont eu les pertes les plus énormes de toute la guerre du Pacifique à Tarawa. Et c'est un bon film. Elle joue avec son mari d'ailleurs, avec Ray Hampton, mais qui fait pas le rôle masculin principal. Et c'est un film intéressant parce que elle a un rôle qui est un peu atypique. C'est la veuve d'un soldat qui a été tué dans le Pacifique. Et donc, elle a une liaison avec Kervin Matthews, mais elle lui dit je veux pas me faire du souci pour vous, pour toi, je veux pas, quand tu seras à la guerre, je ferai comme si tu n'existais pas, parce que j'ai trop souffert avec la mort de mon mari. Bon, c'est assez audacieux comme démarche. Une femme qui, quand le gars vient en permission, elle se comporte comme sa femme, et quand il est parti, alors même si elle le fait pas vraiment, parce que bon, c'est une attitude qu'elle se donne, bon, j'ai trouvé que c'est une approche intéressante. Voilà, Tarawa, c'est un bon film, c'était un bon film de guerre, et en plus, c'est un peu sans concession, hein. C'est pas le film pour la gloire des soldats américains qui gagnent toutes les batailles. On voit vraiment qu'ils souffrent, ils ont du mal. Ah oui, elle a fait aussi un film que je trouve délicieux. C'est un film de Richard Bartlett qui s'appelle Slim Carter. Alors là, c'est presque une comédie. C'est une jeune femme de la radio, donc qui est jouée par Julie, qui découvre un chanteur de country qui est joué par Jock Mahoney. Et donc, elle essaye de le lancer, mais le mec, il n'est pas très sympathique, donc au début. Et après, elle réussit à l'amadouer, en faire quelqu'un de bien. Il y a un gamin aussi. Enfin, c'est un très très bon film aussi. Voilà, elle faisait, je vous dis, elle faisait des films d'aventure, des westerns, des policiers, des films de guerre et aussi des comédies. Elle a fait aussi un film avec Charlton Heston, qui avait dû intervenir, qui devait avoir juste un contrat pour un film avec l'Universal, enfin en tout cas pour ce film-là, qui s'appelle Private War of Major Benson. Alors c'est pas du tout un film de guerre, c'est plutôt une comédie. C'est un type un peu raide, un militaire un peu raide, donc ça va comme un gant à Heston, qui devient responsable d'une académie militaire pour gamins insupportables. Donc voilà, c'est une comédie, c'est pas mal. Enfin bon, Heston,
La comédie, c'est pas trop son truc. Mais bon, le film est bien. Et donc, voilà, elle continue comme ça. Alors oui, elle a fait un film. Alors là, je voulais absolument en parler. C'est un film que j'aime beaucoup et qui est pas connu du tout. Je pense qu'on doit pouvoir le trouver facilement. C'est un film qui s'appelle Four Girls in Town. C'est un film d'un mec qui s'appelle Jack Sher. Donc je le connais pas très bien. Et c'est un film qui parle bien d'Hollywood, parce qu'en fait, l'histoire, c'est quatre actrices qui sont auditionnées pour un rôle, et il n'y en a qu'une seule qui pourra avoir le rôle. Alors, il y a Elsa Martinelli, il y a Julie Adams, il y a bon, des actrices intéressantes, et on voit les relations entre les quatre qui sont rivales, qui se détestent pas forcément, hein, mais qui ont envie de percer. Et vraiment, c'est assez subtil, c'est bien vu. Il y a Georges Nader, donc, dont je parlais tout à l'heure, qui était sous contrat avec Universal, qui fait une sorte d'impresario. Enfin, c'est bien, hein. C'est vraiment un film. Et d'ailleurs, la fin est très surprenante. Alors là non plus, je ne raconte pas le film, mais si vous donnez la peine de le chercher, vous ne serez pas déçus. Et en plus, je pense qu'il existe une version française ou sous-titrée, parce que j'ai vu une affiche belge. Mais je ne saurais pas vous dire le titre en français. Mais bon, de toute façon, c'est bien de chercher aussi, hein. Donc voilà, ça c'est un très beau film. Et vers la fin de sa décade prodigieuse, où elle a toujours eu de grands rôles et beaucoup de rôles, elle fait un bon western de Joseph Newman, qui s'appelle The Gunfight at Dodge City. C'est donc avec Joel McCrea. C'est une belle réussite. Je crois que c'est l'avant-dernier film de Joel, juste avant je crois qu'il voulait se retirer avec ce film-là, mais bon, après il a été sollicité pour Peckinpah avec Randall Scott, bon, ça se refuse pas, donc ça n'a pas été son dernier film. Par contre, pour Julia, ça a été un de ses, je dirais, le dernier film de sa grande période, hein. Elle est numéro 2 au générique, avant John McIntyre et Nancy Gates. Et après, ce sera beaucoup plus rare. Elle va continuer à tourner, Julie, pour Universal et pour d'autres compagnies. Mais elle va se tourner assez vite vers la télévision, hein. Alors, on trouve encore dans les années 60 quelques films qu'elle n'a pas fait d'ailleurs forcément pour l'Universal. Je sais qu'elle a fait un film avec Elvis qui s'appelle Tickle Me. Ça doit se traduire par Chatouille-moi. Ouais, ça doit être un allié d'artiste, ça doit être 64 ou 65. Énorme succès, évidemment, comme presque tous les films d'Elvis. Et bon, c'est une comédie aussi. Enfin, Julia, je vous laisse faire le calcul. Elle a 40 ans. Ben, on la voit, hein, 40 ans, elle est encore magnifique. Encore une très très belle femme. Et alors, même si c'est pas elle l'héroïne, hein, Elvis, quand même, bon, 40 ans. Ça va pas. L'héroïne du film, je ne sais plus qui c'est, mais bon, c'est une fille de 25 ans. Mais bon, Julia, elle est plus jolie que la fille de 25 ans, donc je ne vais pas citer le nom pour pas faire de peine à qui que ce soit. Donc voilà, très 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 beau film aussi, enfin très distrayant plutôt, très distrayant. Donc voilà, et après elle va continuer. Alors je garde peut-être ses tout derniers films pour, après avoir parlé de sa carrière à la télévision, parce que je voudrais parler de sa carrière à la télévision avant de parler de la fin de son, comment dire, de sa carrière cinématographique. Alors bon, avant de parler des films de télévision, peut-être Yves ou Vincent, une idée, un souvenir sur Julie Adams, un film. J'ai un souvenir. J'ai vu un film de Julie, c'est Brisant humain, oui, de Joseph Fevney, où il y a Jeff Chandler, Georges Nader et Lex Barker, et un tout petit rôle qui débutait, Clint Eastwood, qui fait le médecin de bord dans ce film. Ah, voilà. Oui, c'est un Universal, un film de guerre. Bah oui, je crois qu'elle en a fait, deux en fait. Oui, tu as bien fait. Ouais. Bon, j'en ai un autre, mais là, c'est en 1974, où elle joue avec John Wayne, silencieux au bout du canon, mais elle a un petit rôle. Absolument, elle a une belle scène avec John Wayne, voilà. On en parlera aussi. Et je crois que c'est la seule fois qu'elle a joué avec John Wayne, effectivement. Hein. Mais tout à fait. Tu as raison, hein, il faut le souligner, parce que Charlton Heston, James Stewart, oui. des grands acteurs, elle a tourné avec les plus grands. Hein.
Absolument, là, elle a eu de la chance. Si elle a fait aussi même avec Van Eflin, je me souviens, Révolte au Mexique. Oui, Révolte au Mexique, c'est où elle fait la révolutionnaire mexicaine. Oui. Tout à fait. Enfin, moi, je n'aime pas trop ce film parce que je te dis, c'est un peu tiré par les cheveux l'histoire. Je suis en révolutionnaire, on n'y croit pas trop. Et Van Eflin, moi, je l'aime beaucoup, c'est un acteur formidable. Mais jouer les jeunes premiers, c'est pas tout à fait ça. Il était quand même je suis d'accord avec toi. Ouais. Oui, tout à fait. Je vais citer peut-être 2 ou 3 westerns qui n'ont pas été mentionnés. Il y a un western qui est pas très connu de l'Universal en 1952, c'est The Treasure of Lost Canyon, qui est réalisé par Ted Teslaff avec William Powell. Alors bon, son rôle dans ce film, il est très mineur, donc c'est pas un film qu'il faut regarder pour Julie Adams. Et puis des westerns un peu plus connus, il y a Victime du destin avec Rock Hudson, réalisé par Raoul Walsh. The Stand at Apache River avec Stephen McNally, où elle a un rôle qui est quand même non négligeable. En fait, tu as raison de citer ce film, parce que justement, ça c'est une des grandes qualités de l'Universal, à mon avis, c'est que un acteur comme Stephen McNally, il aurait travaillé à la Paramount ou à la MGM, il n'aurait jamais été vedette d'un western. Et c'est un bon acteur, mais il aurait été catalogué comme second plan. Alors que l'Universal lui a permis de faire de bons films. Apache Drums, celui dont tu parles. Oui. C'était ça qui était formidable à l'Universal, c'est qu'ils n'avaient pas des gros moyens, mais ils donnaient vraiment la chance aux gens. Et il y avait des acteurs, même si on les a un peu oubliés, c'est pas le cas de McNally, il y en a d'autres qu'on a un peu oubliés. Je parlais de George Nader, il est quand même un peu oublié. Eh ben, on pouvait les voir dans des films en tant que vedettes et ils étaient bons. Oui, tout à fait. Ça, c'est important. C'est vrai que, par exemple, Forrest Tucker, qui a été à la Paramount pendant pas mal d'années, avait toujours des seconds rôles. Et c'est l'acteur qui me vient à l'esprit pour le comparer avec Stephen McNally. Oui, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et puis, voilà, peut-être que Julie, si elle avait été à la MGM, elle n'aurait pas fait la même carrière. On ne lui aurait pas donné sa chance comme on lui a donné à l'Universal. Donc, c'est vrai que c'est une compagnie importante, intéressante pour les produits qu'elle donnait, et peut-être aussi pour la carrière des artistes. Oui, regarde Robert Mitchum, si on prend le cas de Robert Mitchum, il a fait une carrière déjà grâce à RKO. C'était quand même pas une compagnie... Oui, complètement. En plus, elle a été dirigée par un type qui était un peu excentrique, Howard Hughes. Oui, tout à fait. Voilà, en survolant sa carrière, on voit combien elle a été complète. Et combien elle a été différente, avec des rôles différents. C'était quand même assez exemplaire. Si c'est toujours un peu le même rôle, quoique dans Victime du destin, c'est vrai que le rôle il est un peu plus ambigu. C'est pas tout à fait le même que dans les autres. Tu as bien fait de le citer, Vincent. Mais c'est souvent un peu le même rôle de femme décidée, mais dans des contextes différents. Et ça, c'est bien. Pour revenir à la suite de la carrière de Julie, on arrive à l'épisode télévision. Elle a fait assez tôt de la télévision, alors qu'elle tournait encore des films en vedette dans les années 50. Elle a déjà fait de la télévision. Et quand on regarde sa carrière à la télévision, elle est incroyablement importante. Elle a joué à peu près dans tous les grands feuilletons américains. Les feuilletons western comme Le Virginien, comme Cheyenne, comme The Rifleman, mais elle a tourné aussi dans les Perry Mason, dans Mannix, elle a même tourné dans un épisode de l'Incroyable Hulk. Mais en fait, elle avait presque jamais de rôle récurrent, à l'exception notable du feuilleton dont on voit une photo, c'est le Jimmy Stewart Show. C'est un feuilleton ça doit être 71 ou 72 dans ces années-là. C'est un feuilleton qui n'a pas eu beaucoup de succès puisqu'ils n'ont tourné qu'une trentaine d'épisodes. Alors c'est un feuilleton familial. Je me souviens que j'en ai vu quelques épisodes. Alors James Stewart, c'était un prof, je crois, prof d'université. Il était marié donc avec Julie Adams et ils avaient l'intrigue, c'était sur les épisodes, c'était que leurs enfants,
je crois que c'était leurs fils et leurs belles-filles et leurs petits-enfants étaient venus vivre avec eux parce que je crois qu'ils pouvaient plus habiter leur maison, elle avait brûlé, c'était un dégât des eaux, enfin bon, et pendant plusieurs mois, ils habitaient avec les parents. Alors comment dire, c'était les relations familiales, grands-parents, parents, enfants, petits-enfants. C'était une jolie grand-mère, Julie. Elle a retrouvé Jon Stewart, donc pratiquement 20 ans après Les Affameurs. C'était un feuilleton agréable. Ces feuilletons, en fait, les feuilletons familiaux américains, il y en a eu plein. Alors il y en a un qui était passé à la télé française. Enfin, je l'ai pas vu, j'avais pas la télé française quand il est passé, mais ça laissait un souvenir. C'est un feuilleton avec Robert Young qui s'appelait Papa a raison. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça s'appelait Father Knows aux États-Unis et c'était un succès dans les années 50-60 énorme. Ils en ont fait 200 épisodes et je pense que le Jimmy Stewart Show avait pris le feuilleton de Robert Young comme modèle. Et bon, ça a moins bien marché, mais bon, c'était quand même très très agréable de voir James Stewart et Julie Adams dans ce rôle. Ils sont beaux tous les deux, hein, et il y avait de l'humour, hein, c'était bien. Et puis bon, c'était des pros, hein, on voyait l'entente entre eux. Voilà, je pense qu'on doit pouvoir voir les épisodes. Il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en a 30, peut-être même un peu moins, mais voilà. Donc Julie, elle aurait pu avoir un feuilleton pour elle à son nom, hein, puisque il y a des stars qui n'étaient pas forcément plus célèbres qu'elle, qui ont eu leur feuilleton. Et alors il y en a qui ont été plus célèbres qu'elle, qui ont eu leur feuilleton. Par exemple, il y avait le Doris Day Show, il y avait le Donna Reed Show. Il y avait quoi encore il y avait le truc avec Lucy Ball, I Love Lucy. Enfin, c'est des trucs connus où la star, c'était une ancienne actrice de cinéma. Il y avait même, alors là, c'est plus rare, mais le feuilleton est très très recherché. Il y avait Ella Rance, qui était donc une autre actrice de l'Universal, qui avait fait un feuilleton dans ces années-là, qui était une histoire d'infirmière, qui s'appelle Janet Dean, Nurse, et qui est vraiment très très recherché par les amateurs parce qu'il est très rare et il paraît qu'il est très 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 réussi. Donc voilà. Et puis alors attendez, il y a un autre. On parlait de Phyllis Kirk tout à l'heure. Et bien Phyllis Kirk, elle a fait L'Introuvable aussi en feuilleton américain avec, je crois que c'était Peter Lawford. Donc vraiment il y avait beaucoup d'actrices qui avaient des rôles récurrents dans des feuilletons, mais pas Julie, mais qui a fait beaucoup de feuilletons. Elle a fait, je pense que en développant et en parlant entre nous, on va avoir plein de souvenirs. Moi, j'ai un épisode du feuilleton The Rifleman, L'homme à la carabine, qui était un feuilleton qui était assez intéressant. Enfin bon, c'était assez inégal, les épisodes étaient assez inégaux, mais il y a un feuilleton où elle joue qui s'appelle Nora, et elle a le rôle principal, donc en face de l'acteur qui fait Lucas McKen. Je me souviens plus de son nom, un blond là qui a une tête un peu inquiétante. Et dans ce feuilleton qui s'appelle, enfin dans l'épisode qui s'appelle Nora, elle a un rôle très ambigu. Julie Adams, c'est un rôle de manipulatrice dont le héros tombe amoureux. Chuck Connors, c'est l'acteur. Chuck Connors tombe amoureux alors que c'est un gars qui vit avec son petit garçon, hein, tout seul dans un ranch. Et bon, ils sont tournés 100 ou 120 épisodes. Et bon, il y a un épisode où il tombe amoureux d'une femme, c'est Julie Adams, qui s'appelle Nora, mais bon, elle le manipule et elle est très très bien. C'est un rôle plus différent de ce qu'elle fait d'habitude. Elle est vraiment très bien. Ce qu'on peut aussi remarquer de notable chez elle, c'est qu'elle a pas, à la fin de sa carrière, dans la dernière partie de sa carrière, elle n'a pas du tout été comme certaines actrices en Europe. On
on leur faisait des ponts d'or et on leur déroulait le tapis rouge. Hein. Je sais que Deborah Paget, elle avait fait La Vallée des Pharaons. Il y a Rhonda Fleming qui avait fait La Révolte des esclaves. Hein. Ils avaient tourné ça en Italie ou en Espagne. Jeanne Crain qui avait fait Nefertiti, Reine du Nil. Enfin bon, voilà. Il y a des actrices comme elle qui ont été en Europe. D'ailleurs, le propre mari de Julie Adams a été en Europe, il a fait une carrière en Europe. Hein. Il a fait pas mal de films en Italie. Je me souviens, c'était des imitations de James Bond, ce qu'on appelait les Eurospice. C'est bon, il y a des petits films. Mais non, pas Julie, elle est restée aux États-Unis, elle a fait une carrière américaine. Voilà, donc bon, avant de parler de ces tout derniers films, peut-être quelques mots sur les séries télé, parce que là, vraiment, il y a beaucoup à dire. En série télé, je voulais juste ajouter qu'elle a participé à un épisode de Bonanza. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a L'Homme à la Rolls, 77 Sunset, Alfred Hitchcock présente, un double épisode de Cheyenne, Mannix. Une petite anecdote sur le Jimmy Stewart Show. J'ai lu dans la biographie de James Stewart que initialement c'était la femme de James Stewart à la ville, Gloria Stewart, qui devait interpréter le rôle de Julia Adams. Mais le network, la NBC, a refusé et voulait à tout prix que ce soit Julia Adams, ce qui a un peu déplu à Stewart parce que il voulait absolument que sa femme y participe. Mais bon, ils étaient quand même des amis entre eux. Et pour finir sur James Stewart, Julie Adams disait d'ailleurs que travailler avec lui tous les jours sur cette série était le paradis. Et elle a tourné aussi dans Perry Mason. Et là encore, une petite anecdote. Bon, je ne vais pas gâcher l'épisode, mais regardez l'épisode 4 de la saison 7 qui s'appelle The Deadly Verdict, qui présente une particularité unique à l'échelle de la série. Mais je ne vais pas la gâcher ce soir. Alors voilà, sur la piste du crime, le jeune docteur Kildare, une série hospitalière, enfin si on peut dire hospitalière, l'ancêtre des séries comme Urgence. Et puis il y a une série westernienne, Maverick, qui est pas très connue en France, où elle a joué dans 2 épisodes dans lesquels Jack Kelly interprète le rôle principal, puisque en fait Maverick, pendant ses 2 premières saisons, voire 3, je ne sais plus, il y avait une alternance entre James Garner et Jack Kelly. Oui. Et je voulais me focaliser sur le premier de ces 2 épisodes, qui est dans la 2e saison. C'est un épisode qui est dirigé par Paul Henreid, l'acteur de Casablanca notamment, ou de Now Voyager. Cet épisode, il est nommé Brasada Spur. Alors bon, c'est pas un épisode exceptionnel dans la série, mais je trouve que le scénario, il est un peu bancal, ça met du temps à démarrer, mais dans la 2e partie, on a quelques surprises, notamment sur le personnage de Julie Adams, et surtout, il y a une très belle alchimie entre elle et Jack Kelly. Je sais pas si, Marc, tu as des souvenirs de cet épisode? Non, mais je connais pas bien Maverick. Hein. En fait, il faut faire des recherches ce sont des feuilletons qu'on n'a pas vus en France, donc il faut essayer de les trouver par ailleurs. Maintenant, on a tout ce qu'il faut, hein. Toutes les séries sortent, mais bon, sauf certaines. Hein. Je parlais de la série des Lawrence qui est pratiquement invisible, mais par contre, ça vaut le coup de chercher des épisodes de ces séries, parce que c'était des pros qui jouaient. Hein. Tout à l'heure, je parlais de L'Homme à la carabine, mais c'était des scénarios souvent de Sam Peckinpah, c'était des réalisations de Joseph H. Lewis, le gars qui a fait Gun Crazy. Donc il y a beaucoup de bonnes choses. Hein. La télévision américaine, notamment des années 60, hein, c'est vraiment une mine formidable, parce qu'on avait des grands acteurs, des grands metteurs en scène, de bons scénaristes qui travaillaient, et c'était assez audacieux. Hein. Je me souviens toujours, dans L'Homme à la carabine, il y avait des épisodes qui étaient extrêmement violents, hein, et extrêmement âpres, très très tendus, et c'était pareil. Là, on a la chance de voir le Virginien qui va être édité totalement, intégralement en France, mais il y a des épisodes du Virginien qui auraient fait de magnifiques films de cinéma. Hein. Donc, non, c'est très précieux de pouvoir
pouvoir faire des recherches. Et Julie Adams, elle a eu aussi du flair pour aller tourner dans tous ces grands feuilletons et souvent dans des rôles intéressants. Le rôle de Nora dans L'homme à la carabine, dans cet épisode, on peut le voir facilement, cet épisode-là. Elle est impressionnante, vraiment. Il faut savoir que dans les années 2000, elle a tourné dans des séries d'aujourd'hui, notamment Lost, Cold Case et Les Experts Manhattan. Oui, tout à fait. Et elle a tourné aussi dans la série avec Angela Lansbury. C'est inspiré d'Agatha Christie, c'est une romancière. Murder, She Wrote. Oui, elle a tourné aussi dans cette série. Donc oui, mais je te dis pratiquement dans les années 90, elle tournait encore. Hein. C'est vraiment une très très longue carrière et très très riche, hein. Très très riche. Bon, si on voit la toute fin de sa carrière, elle a tourné donc encore quelques films, donc plus jamais évidemment en vedette, mais elle a fait quand même des films qui ont été assez intéressants. Moi, il y en a plusieurs que j'ai notés parce qu'ils m'ont paru assez, enfin non seulement atypiques, mais en plus ils ont été, on n'en a pas trop parlé finalement. Il y a un film qui s'appelle Killer Inside Me de Burt Kennedy de 1976. C'est tiré d'un roman de Jim Thompson. Alors, tout à l'heure, Yves parlait du film de Tavernier avec Philippe Noiret, qui est aussi tiré d'un livre de Jim Thompson. Killer Inside Me, je crois que c'est sorti en France sous le titre Ordure de flic. Il y a eu un remake il y a 2 ou 3 ans. C'est un flic qui est une ordure, ça dit bien son titre. Et donc Julie fait la mère du personnage principal qui est joué par Stacy Keach, qui est très bien. Il y a aussi un autre film qui est pas connu du tout, qui s'appelle The Fifth Floor, le 5e étage. Ça, c'est 78. Alors, elle n'a pas le rôle principal, elle a le rôle d'une infirmière, mais c'est l'histoire d'une fille qui est internée dans un asile alors qu'elle n'est pas folle. Donc, c'est pas Julie qui fait le rôle de la fille, mais elle fait le rôle d'une infirmière, et c'est aussi un film intéressant. Alors, elle a tourné, même avant ça, elle a tourné en 71 dans un film très étrange qui s'appelle The Last Movie de Dennis Hooper. Alors bon, on se demande un peu ce qu'elle fait là. En 71, bon, elle est née, je vais pas dire son âge, mais je vous ai dit tout à l'heure quand elle était née, elle est née en 1926. Vous voyez, bon, 71 moins 26, vous voyez l'âge qu'elle a, vous voyez la tête qu'elle a, vous voyez qu'elle est magnifique. Donc, bon, The Last Movie, c'est un film un peu déjanté. C'est à la suite du succès d'Easy Rider. Dennis Hooper, il avait le budget qu'il voulait pour faire un nouveau succès. Et il a tourné un film, il y a Rod Cameron qui joue dedans. Il a tourné un film qui se passe en Amérique du Sud, qui est assez bizarre. Il y a c'est une sorte comment dirais-je, de parabole sur la colonisation. Bon, c'est assez bizarre. C'est pas formidable. Il y a Julie Adams, il y a Rod Cameron. Bon, c'est quand même pas si mal. Rod Cameron, c'est bien. Oui, mais il a pas un rôle très important. En fait, c'est l'histoire d'un metteur en scène qui est joué par Dennis Hooper qui veut tourner un western en Amérique du Sud. Et c'est Rod Cameron qui fait la vedette du western. Mais bon, tu peux le voir, Yves, mais je te le conseille pas vraiment. Hein. Je suis pas sûr que ça te plaise. En 74, elle a tourné le fameux Silencieux au bout du canon, avec une belle scène avec John Wayne. Oui. Et voilà, on la voit encore. Hein. Donc ça c'est 74. Hein. Toujours, née en 1926, voilà à quoi elle ressemblait en 74. Oui. Voilà, tout ça est très impressionnant, mais bon, c'est une bonne actrice, surtout une bonne actrice. Elle a fait un film avec Jodie Foster, alors aussi tourné par Dennis Hooper, qui s'appelle Catch Fire, trop belle cible, un bon petit film, un peu speed, mais bien fait. Et enfin, j'ai retrouvé, même, alors je disais la fin de sa carrière, c'est en 90, mais pas vraiment, parce que j'ai retrouvé son nom au générique d'un film de 2006, tenez-vous bien. Et c'est un film d'Oliver Stone qui s'appelle World Trade Center. C'est l'histoire donc c'est avec Nicolas Cage, c'est les pompiers les héros du World Trade Center dont beaucoup sont morts. Et en fait, elle a un petit rôle. Elle a un rôle de grand-mère,
Et donc voilà, si vous avez le courage, parce que moi le film je le trouve pesant, même si ça part d'un bon sentiment, je le trouve pesant et académique, mais en regardant bien, effectivement, on voit Julie Adams dans un tout petit rôle, un rôle de grand-mère, dans une réunion de famille. Donc voilà, c'est son dernier film en fait, en quelque sorte. Hein. Et voilà, c'est un peu ce qui clôt sa carrière. Avant d'en terminer avec Julie, je voulais juste parler de quelque chose d'un peu particulier. Alors, bon, quand elle a pris du recul, Julie, elle a écrit un livre de mémoire, un livre de souvenirs, qu'on doit toujours trouver, hein, The Lucky Southern Star. Je pense qu'il est toujours disponible. De toute façon, oui, ce qui est important, je le dis maintenant parce que j'ai peur d'oublier, il y a un site, hein, Julie Adams, sur Internet, où elle a des fans, et je pense qu'on peut, bon, si vous voulez le livre, je pense qu'on peut le commander via ce site. Et donc, elle a écrit un livre de souvenirs, très beau livre. Hein. Moi, j'en ai pas un exemplaire, mais je l'ai récupéré en dématérialisé. Il y a un chapitre qui est consacré à Elvis Presley, qu'elle aime beaucoup, elle a beaucoup aimé travailler avec lui. Et bon, c'est bien. On passe en revue tous les grands acteurs, tous les grands metteurs en scène, tous ses souvenirs. Enfin, elle parle de sa vie, de sa famille. Enfin, c'est un beau livre, hein, encore avec une très très belle photo d'elle. Peut-être trop belle. J'aurais pas mis cette photo-là, mais bon, c'est elle quand même. Les actrices de l'Universal, elles sont toujours intéressantes. À part la star dont on a parlé au début, sur laquelle on va revenir, on peut dire que l'Universal a produit des stars féminines gigantesques, quoi. Il y avait pas de Greta Garbo, il y avait pas d'Ava Gardner, il n'y avait pas d'Elizabeth Taylor, mais il y avait des actrices intéressantes. Tout à l'heure, on a parlé de Ella Raines, qui a joué dans quelques films noirs, qui a joué dans quelques westerns, hein, La Maison aux yeux verts notamment, qui a fait donc le feuilleton dont j'ai parlé. Voilà, ça c'était un peu sur le modèle de, enfin, pas sur le modèle, mais ça fait penser aussi à la carrière. Elle a une carrière un peu comme Julie Adams. Elle a fait aussi Ella Raines, elle a fait un très bon western de John Sturges avec Randolph Scott. Très beau film noir aussi. Beaucoup de films noirs, hein, notamment les films les films de cet The Web. Oui, elle a fait The Web avec Edmond O'Brien. Oui. Magnifique. Elle a fait Uncle Harry. Avec George Sanders, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait Lady. Alors c'est après le bouquin de William Irish, là, Lady Fantôme. Je me souviens plus comment ça s'appelle en français. Enfin, c'est Eric Fromm. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est un film de Robert Siodmak. Il y a un acteur que tu connais bien qui s'appelle Elisha Cook Jr. qui joue dedans. Oui, qui joue de la batterie. Il est batteur. Oui, il est batteur, c'est ça. Oui. Voilà, donc voilà. Merveilleux film. Très très beau film. Voilà. Et la Reine, voilà. Donc je voulais l'évoquer. Bon, on l'a un peu oublié. Surtout les yeux verts, la majeure. Ben, on la voit dans ses films en couleur, mais elle n'en a pas fait beaucoup. Hein. Mais effectivement. Il y a un western que j'avais cité dans le 4e podcast pour ceux qui l'ont entendu. C'est Singing Guns de R.G. Springsteen. Oui. Qui est en couleur et on voit ses beaux yeux verts, oui. Tout à fait. Et c'est vrai qu'elle illumine je me souviens, en plus il est sorti en Blu-ray, et elle illumine le film par sa présence. Oui, non, et puis c'est une bonne actrice aussi, hein, une bonne actrice aussi. Elle avait un seul caractère, il paraît. Mais bon, c'est pas grave. Il y avait aussi Yvonne De Carlo. J'adore Yvonne De Carlo. Alors bon, là on va faire un podcast de 3 heures sur elle. Hein. Non. Dans Yvonne De Carlo, j'en parle rapidement parce que elle a fait des grands westerns, elle a fait Shotgun, elle a fait des grands films. Elle est même un peu plus connue, que Julie Adams. Hein. Faut dire qu'elle a tourné les 10 commandements. Oui, elle est connue. Quand t'as tourné les 10 commandements, tu peux pas lutter. Oui. Et donc, Dorothy Malone, c'est pas vous, ça aussi? Ah oui, alors Dorothy Malone, oui, elle a dû en faire à l'Universal aussi, oui, tout à fait. Magnifique. Donc voilà, Yvonne De Carlo, j'avais repéré Anne Bliss aussi, qui est bien oubliée. Oui. Elle faisait plutôt
petite fille. Oui, je crois que c'est une chanteuse. Elle a fait beaucoup de comédies. Elle fait un western quand même. Hein. Oui. Elle a fait un western de George Sherman. Red Canyon. Ouais, c'est ça, voilà. Oui, Bon western. Elle a fait un bon film de Walsh avec Gregory Peck, Le monde lui appartient. L'histoire de baleinier, là, dans les années 1890, qui est bien. Oui. Et je crois qu'elle joue dans Mildred Pierce avec John Crawford. Absolument. Oui, elle fait la fille. Voilà, oui. Oui, grand film. Donc voilà, encore une actrice assez remarquable. Bon, peut-être peut-on revenir à l'actrice qu'on a évoquée, la jeune fille de 16 ans qui a sauvé l'Universal. Donc là, voilà, alors là, elle a plus 16 ans. Donc cette actrice-là, elle est bien oubliée aujourd'hui, et c'est pourtant la plus grande star de l'Universal. Une des plus grandes actrices, une des dont la notoriété était la plus grande dans les années 40. Donc je ne sais pas si ça dira quelque chose aux gens qui verront la photo. C'est Dina Durbin. Ah oui. Dina Durbin, qui est une Canadienne, une chanteuse, qui a 16 ans a commencé à tourner pour l'Universal, qui a sauvé la société, qui a fait 22 films. Donc elle a commencé, je crois qu'en 36, elle a arrêté en 48, et on a aucune idée de ce que c'était du prestige et de la star que c'était. C'était immense. En termes de rémunération, c'était l'actrice la plus payée des États-Unis, avec Bette Davis, je crois. Mais elle gagnait, elle a rapporté des sommes énormes à l'Universal. J'ai vu qu'en 1946, elle a été payée $300,000 par film. C'est gigantesque. Et pour vous donner une idée de comparaison, en 1948, donc 2 ans après, le salaire de John Wayne pour Red River, qui est un grand film, c'était $75,000. 4 fois moins. Donc vous voyez un peu qui c'était Dina Durbin. C'était plus qu'une star, c'était une déesse. Et ce qui est assez fascinant, c'est que quand elle a eu 28 ans, elle a dit j'arrête. Elle a tourné le dos au cinéma, elle n'est plus jamais revenue. Alors ça commençait un peu à baisser sa notoriété, mais elle était encore très très célèbre. Hein. Elle faisait beaucoup de films où elle chantait. Hein. C'était une chanteuse. Hein. Elle avait une très très belle voix. Je sais qu'il y a un film où elle chante l'Ave Maria de Schubert. C'est quelque chose. Mais après, elle a tourné même quelques films noirs, 1 ou 2 films noirs, et puis elle en a eu marre, elle est partie. Enfin, c'est le seul cas que je connaisse de star qui part à 28 ans, qui claque tout. Et en fait, elle a épousé un Français, elle s'est retirée à la campagne, en France, près de Paris, et on n'a plus jamais entendu parler d'elle. Je crois qu'en 60 ans, elle a donné une interview, et c'est tout. Elle est restée chez elle, dans la campagne française. C'est vraiment extraordinaire. Donc voilà, un grand coup de chapeau à Dina Durbin, qui a encore un vrai culte. Hein. Alors en France, elle n'est pas très connue. C'est même assez difficile de voir ses films. Ils n'ont pas été, je crois qu'il y en a 2 ou 3 d'édités, mais pas plus. Mais alors aux États-Unis, et alors surtout en Angleterre, ces disques se vendent toujours, ces films se vendent, il y a des éditions fabuleuses. Enfin voilà. Donc une petite évocation de cette actrice dont Vincent, tu nous avais parlé il n'y a pas très longtemps. Et je crois que tu avais un petit complément à ajouter par rapport à ce qu'on avait dit dans le précédent podcast. Ah oui, c'est qu'en fait, j'habite tout près de l'endroit où elle avait sa maison. En fait, hein. Sa maison, c'est à Neauphle-le-Château, et donc c'est une très très belle maison. Et voilà quoi. Quand je me suis installé dans la région, dans les Yvelines, j'ai pensé à elle. Il y a du monde dans ton coin, là, dans ta région. Hein? Oui, tout à fait. Et puis elle nous a quittés il y a quelques années. Oui, alors c'est très récent. Hein. Je pense qu'elle a dû partir en 2013. Exact. Oui, je crois qu'elle est décédée en 2013. Oui, tout à fait. Mais c'est curieux parce que pendant 60 ans, elle avait de la famille sûrement aux États-Unis, elle y est retournée, mais elle a toujours vécu là-bas. Hein. Elle a toujours vécu là-bas. Et d'ailleurs, il y a des gens qui se souviennent très bien d'elle. Hein.
Il y a des gens qui ont été ses voisins, qui la voyaient au marché, etc. Enfin bon, c'est fou comme histoire. Par rapport à Shirley Temple, qui est un peu une star du même genre de l'époque, est-ce que l'Universal avait justement mis en valeur Diana Durbin face à Shirley Temple? Je crois pas trop. Je crois pas trop en fait, parce que c'est quand même, elle n'était pas quand même dans la même catégorie, si je puis dire. Alors, elle a, bon, Shirley Temple, elle a commencé encore plus jeune, hein, évidemment. Elle a commencé encore plus jeune. Et elle a grandi, hein, puis après on l'a vue comme jeune femme. Hein. On la voit dans Fort Apache. Donc non, c'est pas dans Fort Apache, c'est dans She Wore a Yellow Ribbon, je crois. Voilà. Non, c'est bien dans Fort Apache. Fort Apache. Ah oui, c'est dans Fort Apache, oui, d'accord. Oh là là. J'espère que L'impie écoute pas. Voilà, c'est pas la même chose parce que Dina Durbin, elle a commencé, bon, comme chanteuse, hein, et à 16 ans, et puis on l'a vu grandir. On l'a vu un peu comme Shirley Temple, tu as raison, c'est vrai. Mais bon, c'était déjà une adolescente. Et après, on a vu elle est devenue une jeune femme. On a vu son premier baiser de cinéma, c'est dans First Love, où c'est Robert Stack qui fait son amoureux. Je m'en souviens très bien. Et voilà, mais c'était des comédies. Et elle a même essayé de faire, je crois que c'est un film qui s'appelle Christmas Holidays, toujours de Robert Sienmak, c'est marrant comme on le retrouve, où elle joue avec Gene Kelly, mais c'est pas du tout un film musical, parce que Gene Kelly fait un petit peu assez louche, et je me demande si c'est pas plus ou moins une prostituée dans le film. Dina Durbin, elle a complètement tourné le dos à son personnage. Elle a essayé de faire ça, mais ça l'intéressait plus, quoi. Ça l'intéressait plus. Elle voulait arrêter, et bon, voilà. Je crois que j'ai ce film. Oui, Christmas Holiday, c'est pas mal du tout. Oui. Christmas Holiday. Oui, tout à fait. Donc voilà, non, moi je pense que avec Shirley Temple, c'est un peu différent quand même. Hein. C'est pas tout à fait la même approche. Dina Durbin, c'est pas vraiment une enfant star, c'est déjà une adolescence. Oui. C'est pas une gamine. Ce que Shirley Temple, elle avait quel âge? Elle avait 6 ans ou 7 ans, je me souviens plus. Mais bon, elle était toute petite, quoi. Donc, non, Dina Durbin, c'est encore autre chose. Et puis, elle chantait. Alors, même si elle chantait sûrement, Shirley Temple, elle avait une voix de soprano magnifique. Hein. C'est pas dans le même style que Sonja Henie. Non, c'est la patineuse. Non, Oui, parce que bon, Sonja Henie, c'est la patineuse, donc elle faisait beaucoup de patins à glace. Mais remarque, il y a un lien quand même, parce que bon, chacun avec sa spécialité. Mais bon, Sonja Henie, elle a jamais eu la notoriété de Dina Durbin. C'est un bel hommage aussi. Si ça donne envie, Yves, je dois en avoir un ou deux. Si ça donne envie de voir des films de Dina Durbin, je pense que les gens ne seront pas déçus. Parce que c'est quand même bien. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Enfin, c'est une autre époque. Hein. Mais c'est bien quand même. Henri Koster qui a fait beaucoup de ses films, qui était un bon metteur en scène. Non, c'est bien. Il y a un coffret de Blu-ray américain qui contient 3 films et que je recommande. Alors j'ai vu un des 3 récemment, mais j'ai oublié le titre. Je m'attendais pas à quelque chose d'extraordinaire et franchement, elle a une bonne présence à l'écran. Je me suis pas ennuyé du tout. Ah oui, tout à fait. Et puis elle chante, j'imagine, et elle chante très bien. Ouais. Ah non, c'est bien. C'est dommage qu'elle soit pas très connue en France, parce que je dis, en Angleterre, les gens l'aiment beaucoup et continuent à acheter ses disques. Hein. Elle a dû faire une quarantaine de 33 tours. Alors maintenant, c'était réédité en CD, mais c'est bien. Elle chante aussi bien des airs classiques que de la variété. Hein. Non, c'est bien. Oui, alors comme il y avait la plus grande actrice de l'histoire de l'Universal, ou pratiquement. Hein, donc voilà, le plus grand acteur de l'histoire de l'Universal, au moins pendant ces années, parce que bon, on va pas remonter jusqu'à Lunch and Senior, mais dans les années 50, 60, c'est Rock Hudson. C'est Rock Hudson, bon, je trouve que Rock Hudson, on le regarde souvent de haut, pas de façon méprisante, mais de façon condescendante, et c'est pas vrai, il faut pas le regarder comme ça, parce que c'est un très très bon acteur. C'est un acteur fin, c'est un acteur subtil, c'est un acteur qui peut tenir la dragée au
plus grands acteurs. Hein. Je sais que dans El Perdido avec Kirk Douglas, moi je vois que Rock Hudson. Là, et Dorothy Malone quand même. Mais oui, mais bien sûr. Mais ouais, Dorothy Malone, tu l'as aussi dans un autre film de Rock Hudson. Je crois que c'est Écrit sur du vent. Ouais. Donc oui. Donc bien sûr. Enfin bon, Rock Hudson. Voilà, je voulais en parler parce que c'est... Est-ce que tu as vu, Marc, avec Rock Hudson, La légende de l'épée magique? Oui, très beau film, très beau film. Très universel. Ah oui. Très beau film, oui. Mais non, il a fait des rôles difficiles, Rock Hudson. Hein. Je ne sais pas si tu as vu l'opération diabolique de John Frankenheimer. Oui, je connais. Il est drôlement bien dans un rôle difficile. Oui. Il est très bien ça. Et il a fait aussi le Carnaval des dieux. Oui, avec Sidney Poitier. Ouais, tout à fait. Ah non. Et il a fait aussi donc les films qu'on a évoqués au début avec Julie Adams. Et il a fait les comédies avec Doris Day. Il a fait. Il était bon partout en fait. Il était bon dans les films d'aventure, dans les westerns. Et ce qui est pas donné à tout le monde, il était bon dans les. C'est vrai. Et dans l'Adieu aux armes avec Jennifer Jones. Ouais, très bien. C'est dramatique, c'est magnifique. Il joue très bien. Tu vois, tout à l'heure on parlait de Charlton Heston. Charlton Heston, tu lui fais jouer des comédies, ça va pas. C'est pas pour lui. Non, et il y en a pas beaucoup qui sont bons dans les deux. Hein. Il y a Glenn Ford aussi qui est bien dans les deux, dans les comédies et les rôles dramatiques. Oui, Glenn Ford est très bon, c'est vrai. Voilà, mais Rock Hudson, Rock Hudson c'est bien. Oui. Peut-être qu'un jour on devrait faire un truc sur un podcast sur les westerns de Rock Hudson, parce que il en a fait des bons. Oui, c'est vrai. Et puis je pourrais dire du mal d'autres acteurs qui jouent avec lui comme ça. non, il est très bien avec les autres acteurs, avec John Wayne dans Les gens de l'Ouest. Il est pas en retrait, hein. C'est pas Wayne qui. Alors que c'est toute l'équipe de Wayne qui joue là, mais Rock Hudson, il s'en tire bien. Hein. Oui, c'est vrai. Vincent, tu dis rien, c'est que t'aimes pas Rock Hudson. Si. Son rival Rock Hudson, c'était Tony Curtis quand même, à Universal. Il marchait bien aussi. Ouais, mais enfin bon, c'est quand même le même registre. Il est pas aussi bien. Hein. Quand même pas pareil. J'avais sélectionné 3 actrices de l'Universal dont je voulais parler, mais très brièvement, qui sont pas forcément très connues, mais ça rejoint un peu ce que disait tout à l'heure Marc, c'est que le studio avait un vivier de stars, même de second rôle aussi, dont on n'a pas parlé ce soir, mais ce sera une autre occasion, et qu'on voyait d'un film à l'autre. Et donc, il y a par exemple Mara Corday. Pour citer un western que j'aime beaucoup, c'est 24 heures de terreur avec Dale Robertson. Il y a aussi Marie Blanchard, qui est une actrice blonde. Pas trop. Après, chacun ses goûts. Une actrice blonde que le studio a exigé qu'elle devienne brune avec une perruque. On l'a vu dans des films d'aventure un peu exotiques. Et il y a un western que j'aime bien avec Joel McCrea, c'est Black Horse Canyon. Oui, et enfin, il y a Laurie Nelson, qui a tourné avec Audie Murphy dans Qui est le traître, un western pas mal du tout d'ailleurs. Et connaissez-vous le lien avec Julie Adams? C'est que elles ont toutes les deux fait un épisode de La créature du lac noir. Julie Adams ayant fait le premier. Laurie Nelson, en fait, a été retenue pour faire le deuxième volet, qui est également en 3D. Et là, vous voyez sur la photo que ils n'ont pas forcément changé le cadre. On est vraiment dans une situation très similaire. Ils ont changé le maillot, c'est tout. Et d'ailleurs, le maillot n'est pas le même. Hein. Et dans le Retour de la créature, c'est l'une des premières apparitions d'un second rôle qui allait devenir assez connu après, un certain Clint Eastwood. Ah bon? Je vois pas du tout de qui tu parles. Non, pardon. J'espère que vous n'écoutez pas alors. Non, tu as raison. En fait, je crois d'ailleurs que La revanche de la créature, il est surtout connu pour être le premier rôle de Clint Eastwood. Il fait pas le rôle du laborantin qui a peur d'une souris. Ah oui, effectivement, au début du film, il y a une séquence où il y a des singes, je crois me souvenir. Et c'est pas impossible que ce soit à ce moment-là que Clint Eastwood apparaisse. Oui, et je crois que c'est avec une scène avec une souris. Ah ouais, tout à fait. Et on le voit aussi dans Tarantula. Ah oui. Oui, dans Tarantula, il fait le pilote de l'avion qui incendie l'araignée. On le voit aussi dans un très bon western que je suis obligé de citer, avec John Hagar et d'ailleurs une autre actrice de l'Universal dont on n'a pas parlé. Ah, c'est pas le film avec Richard Boone? L'accord des prêtres.
Oui, c'est avec Richard Boone. Ah oui, mais alors par contre, je me souviens pas du tout de Clint Eastwood là-dedans. Alors, mais c'est encore une fois, c'est un tout petit rôle, c'est une brève apparition. C'est un film Universal, donc il a fait, c'est comme Rock Hudson, hein, il a fait presque de la figuration Eastwood au début. Hein. Et dans ce film, alors il y a deux autres actrices qu'on n'a pas citées, enfin une autre actrice plutôt qu'on n'a pas citée ce soir, c'est Mamie Van Doren. Ah oui, ça c'est plutôt style Marilyn Monroe un peu. Hein. Oui, oui, très très bien. Elle a joué dans un film de science-fiction où elle fait la reine des Martiens, un truc comme ça. J'en ai vu quelques dans des polars aussi. Enfin, elle a fait quelques films à l'Universal, je pense au début de sa carrière. Je crois que vous avez oublié de citer Piper Laurie aussi. Avant, on l'a cité pour le gentilhomme de la Louisiane. Oui, qui était une actrice assez célèbre. Universal, je veux dire. Oui, oui, tout à fait. Hein. Ah bah non, c'est pas elle qui joue dans Le Voleur de Tanger avec Tony Curtis? Si. Ah oui, oui, tout à fait. Et dans Le Fleuve de la dernière chance. Oui, c'est bien, avec Dana Andrews. Oui. Voilà. Et Paul Newman dans L'Arnaqueur. Elle joue dans L'Arnaqueur? Ah bon, non, ça je m'en souviens pas. L'Arnaqueur avec Paul Newman. Hein. Oui, oui, je vois très bien, c'est avec George C. Scott aussi, mais je me souviens pas. Oui. Et il y a Piper dedans. D'accord. Ah oui, non, mais l'Universal, c'était une compagnie intéressante. Vincent, quelques mots de conclusion? Tu avais peut-être une idée pour la... Ce que je voulais dire, c'est que il y a une image que je vais afficher qui vient du forum, et d'ailleurs, je crois que c'est Metech que je remercie. Une image qui, à mon avis, résume à elle seule Julie Adams. On la voit ici sur le tournage des Affameurs avec James Stewart et avec cette actrice radieuse au sourire authentique. Et pour moi, Julie Adams, c'est quelqu'un qui a une grâce qu'on voit sur cette photo, qu'on retrouve aussi chez Diana Durbin, dont on vient de parler. Et dans chacun de ses rôles, elle a cette présence, cette grâce. C'est généralement un bon parti. Il y a d'autres actrices dans le même genre, Brenda Marshall, Felicia Farr ou Joan Allison. Et finalement, elle a vraiment été cantonnée à ce genre de rôle. Je ne connais pas l'actrice, évidemment, j'aurais aimé, mais je me demande si on ne retrouve pas une facette de la vie personnelle de l'actrice dans les rôles qu'elle a joués, et ça forcément, ça transparaît à l'écran. Oui, moi je ne peux que être d'accord avec toi en fait, hein, parce que la grâce, oui, elle avait beaucoup de grâce, et je crois que tu as trouvé le mot idoine. Il y avait aussi derrière cette presque fragilité, on sentait quand même qu'elle avait de la personnalité. On le voit dans ses films. Et puis bon, elle avait une beauté assez discrète quand même. C'était pas une beauté tapageuse. Hein. Elle aurait pas pu faire, elle aurait pas forcément été bien dans le rôle d'une princesse égyptienne. Mais dans ces rôles-là, qui étaient quand même des rôles qui étaient assez réalistes, hein, souvent, elle s'en tirait très très bien. Et c'est vrai qu'elle avait une sorte d'illumination qu'elle projetait comme ça, elle rayonnait en fait. Hein. Et même dans ses derniers films, quand elle était plus âgée, on le ressent. On le ressent. Et ça avait l'air d'être en plus quelqu'un qui avait d'autres qualités, qui était une personne intéressante. Bon, on peut pas savoir, mais en tout cas, l'image qu'elle véhiculait, on a envie de croire ça, et on espère qu'on se trompe pas. Bon, en tout cas, c'est un très bel hommage sur Julie, et franchement, c'est vrai, on a toujours l'image de Julie qui nage avec le monstre, moi. Sinon, ce n'est pas vraiment mon style de femme. Je les aime un peu plus pimpantes. Voilà. Ah, oui, c'est sûr, hein, mais il en faut pour tous les goûts, Yves. Oui, je suis d'accord, elle est très bonne, elle est très bien. Mais bon, voilà. Non, mais je comprends. Voilà une belle photo, hein. Elle est magnifique, cette photo du visage le long de ce mur là. Oui. Moi, c'est au niveau des. Je préfère. Oui. Elle est magnifique. Et voilà. Alors je voulais terminer sur Julie Adams. Alors c'est pas une anecdote personnelle, c'est une anecdote qu'on m'a racontée, et qui est tout à fait crédible, parce que je connais très très bien la personne qui me l'a raconté. C'était à l'époque où je travaillais, j'avais un collègue qui était un fan absolu,
enfin je le connais toujours, hein, et un fan absolu de science-fiction. Il a une collection de science-fiction extraordinaire. Il a l'affiche originale de Frau Inmont, Femme dans la Lune de Fritz Lang. Il a des bouquins dédicacés par Forrest J. Ackerman, etc. Et il allait dans ce qu'on appelait les conventions de science-fiction. Alors, c'est essentiellement aux États-Unis. Des conventions où il y a, c'est un peu comme les cinglés du cinéma, mais c'est multiplié par 100. Où il y a des acteurs, on vend des films, on vend des affiches, il y a des acteurs qui viennent, il y a des metteurs en scène qui viennent, il y a des conférences, etc. Et en 2012, il a été à la convention de Los Angeles, et qui avait lieu donc de Comics and Sci-Fi, Los Angeles 2012. Et quand il est revenu en France, là, au bureau, on lui a dit, alors comment ça s'est passé la convention? Et il était ébloui, il nous a dit, j'ai serré la main de Julie Adams. Alors les 3/4 des gens qui étaient là, même les 3/4, non, tous les gens qui étaient là sauf moi, il y a quoi, qui c'est ça, etc. Il me dit, t'as vu Julie Adams? Il me dit, ouais, j'ai vu Julie Adams, il y avait un stand pour la créature du lac Noir. Elle était là. Et il a dit, c'était absolument formidable, parce que les gens venaient la voir, elle était là, on voyait qu'elle était heureuse, hein. C'était une dame qui avait 85 ans. Elle était là, elle souriait aux gens, elle plaisantait avec eux. Et lui, il est en train de trinquer avec un verre de Coca-Cola avec elle sur une des photos. Et il dit, on voit qu'elle était heureuse d'être là, elle avait les yeux qui brillaient, elle était émue. Et elle discutait avec des fans qui avaient le quart de son âge. Et c'était un souvenir formidable parce que les gens lui racontaient ses films, elle se souvenait plus, dit ah oui, je me souviens de ce film. Et bon, alors ça tournait souvent autour de la créature et des souvenirs qu'elle avait, mais elle était adorable, elle signait les affiches, elle signait les photos, elle se faisait prendre en photo. Et il m'a dit vraiment, ça avait l'air, je la connais pas, mais c'était merveilleux ce qu'elle a fait, parce que bon, 85 ans, on passe à autre chose, et à la limite, il y a tellement de stars qui sont pas forcément sympas, et qui restent dans leur tour d'ivoire. Et là, eh ben, voilà, c'était elle, Julie Adams. Elle était comme ça. Et bon, je trouve que, on peut pas vraiment conclure, mais bon, Julie, elle est décédée en 2019, elle avait 92 ans, mais garder cette image de cette personne qui va au milieu de jeunes ou de moins jeunes pour parler de son film, parler de sa carrière, plaisanter avec les gens, signer des autographes, se faire prendre en photo, eh ben ça peut être, et c'est probablement une personne formidable quand même. Donc voilà, je trouve que c'est un beau souvenir et peut-être sûrement d'une belle personne. C'est très, très joli ce que tu as dit sur elle, c'est magnifique, émouvant, voilà, bravo. Pareil, vraiment très intéressant, très bel hommage. Merci à tous les deux pour ce bel hommage à Julie Adams, qui je pense va donner envie de la découvrir. Et puis on a parlé de quelques films qui sont un peu moins connus, comme Slim Carter, Four Girls in Town. Donc j'espère que ça vous donnera envie de les découvrir. Moi j'ai passé un très bon moment, merci à tous les deux. Si vous avez envie de parler d'un sujet ou d'un thème ou de le défendre dans un prochain podcast, n'hésitez pas à nous écrire. C'était le podcast Tous à l'Ouest de Western Movies. Nous espérons qu'il vous aura éclairé sur le sujet. Très bonne soirée à tous et vive le western!